RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et donc ce matin vous recevez le haut-commissaire. Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors on l'attendait, la nouvelle version du document de l'État sur les conséquences du oui et du non va être rendue publique. Vous la présenterez vendredi, mais c'est une version définitive maintenant ? Oui, effectivement. Donc, comme vous le savez, une première version a été distribuée à l'ensemble des élus au mois de mai, avant qu'ils ne viennent à Paris. D'ailleurs, je vous y ai retrouvé à Paris avec eux. Et nous sommes croisés, effectivement. Et puis, cette première version a fait l'objet de différentes remarques, de différentes questions, surtout, auxquelles l'administration, l'ensemble des administrations, d'ailleurs que je salue, ont bien voulu répondre et compléter le document. Une deuxième version a été distribuée à l'ensemble des élus à l'issue de leur retour, qui a conduit également à différents échanges. Et enfin, une ultime version a été transmise la semaine dernière à l'ensemble des élus, avec une réponse 4 ou 5 jours plus tard pour que nous puissions compléter. Alors, ce document est déjà lourd, c'est presque une centaine de pages, et c'est parfois un peu aride, parce que c'est très technique, c'est très administratif, c'est très factuel. En fait, l'État ne fait pas campagne, l'État a mis dans un document l'ensemble des éléments techniques, l'ensemble des éléments économiques, juridiques, qui permettent de savoir ce qu'emportera le oui, ou ce qu'emportera le non, parce que comme l'a dit monsieur le ministre Lecornu, le oui, ce n'est pas le non. Alors 44 pages pour la première version, vous nous dites plus de 100 pour celle-là. Qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été changé ? Écoutez, ce sont juste en fait des précisions, puisque en fait les élus nous ont posé des questions suite aux premières rédactions. Il a fallu compléter, puisque si les élus nous ont posé des questions, c'est que le document n'était pas assez précis. Donc il est extrêmement précis, ce qui conduira certainement l'ensemble des partis à faire campagne sur ce document, avec des éléments factuels, parce qu'il s'agit d'un document factuel sur lequel ils pourront appuyer leurs réflexions, leurs propositions peut-être pendant la période qui nous sépare du 12 décembre, date du référendum, ou à l'issue du 12 décembre, puisque nous avons jusqu'en juin 2023 pour préparer un ultime référendum sur un projet. Dans la dernière partie, dans la dernière ligne droite, les élus ont fait part de leurs remarques parce qu'il y a des choses qui ne leur plaisaient pas, parce qu'ils estimaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas présentes dans le document. C'était de quel ordre leur écoutez, c'était un peu divers. C'était parfois, les réponses ne correspondaient pas à leurs attentes politiques. Donc évidemment, nous ne pouvions pas y répondre puisqu'il s'agit d'un document factuel. Après, il s'agissait parfois de questions techniques ou de précision. Donc évidemment, les administrations responsables ou en charge de la rédaction de ces réponses ont couché sur le papier les éléments de réponse techniques qui pouvaient être précisés. Alors, ce document explique donc les conséquences, les différences entre le oui et le non. Vous le disiez, le ministre des Outre-mer aime dire que le oui ne vaut pas le non. Parmi les thèmes qui ressortent, quels sont les exemples qui peuvent être donnés, par exemple, en matière financière ? Les Calédoniens attendent des précisions. L'État, la France, c'est 180 milliards par an pour la Nouvelle-Calédonie. En cas de oui, en cas de non, ce ne sera pas la même chose. Ça, nous l'avons dit clairement. D'abord, les réflexions qui ont été menées par le gouvernement ont été menées à l'appui de l'histoire, puisque comme la France a été un grand pays avec des propriétés coloniales, dans l'ensemble du monde, nous avons regardé comment s'était fait les décolonisations, comment c'était passé, dans quel délai, et quels étaient aussi les budgets associés. Alors c'est souvent entre 10, 20 ou 30% des budgets qui étaient alloués par le passé, qui ont été mis en place, avec en effet une espèce de diminution sur un pas de temps qui peut être de quelques années ou quelques dizaines d'années, mais pas beaucoup plus. Alors des conséquences également en matière de nationalité. On a vu ces derniers jours que c'était une question qui revenait souvent, où les Calédoniens pouvaient s'interroger. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question qu'on me pose énormément. Il n'y a pas une journée sans qu'on me pose la question. Effectivement, d'abord, il faut dire que tout le monde, toutes les personnes qui est nées en Nouvelle-Calédonie, d'abord, ces personnes sont françaises. Et elles resteront françaises, bien évidemment. Pour autant, le passeport français n'est pas héréditaire, contrairement à ce que certains veulent croire, entre guillemets. Le passeport français n'est pas héréditaire, puisque si demain, la Calédonie devenait indépendante, les parents nés en Calédonie avant la date qui sera fixée ultérieurement resteront français. Pour autant, leurs enfants seront d'abord kanak, ou en tout cas du nom du pays qui sera indépendant. Mais ils ne seront pas français. Alors ils pourront demander la naturalisation française de leur enfant, puisque né de 2 parents français, mais ça c'est au bon vouloir de l'État français. Et puis on se le dit, et là je pense que tous les élus l'ont bien compris, c'est que donner la double nationalité à l'ensemble des populations de façon héréditaire serait avant tout nier l'État, le nouvel État qui s'est voulu indépendant. Donc c'est juste pas possible. Donc le passeport français évidemment est acquis pour celles et ceux qui sont nés avant le changement de statut éventuel, mais il n'est pas héréditaire.
On imagine que les conséquences les plus importantes sont aussi dans le domaine des compétences régaliennes, où là, les choses seront complètement différentes en fonction du oui et du non. Oui, alors sur les compétences, bien évidemment, d'abord, ce ne sera pas à l'État français de définir ce que seront les compétences des uns et des autres dans ce nouvel État. Bien évidemment, c'est un certain nombre de questions qui me sont posées notamment par les fonctionnaires d'État, que d'ailleurs nous allons réunir vendredi pour leur expliquer quelles sont les alternatives si le oui devait passer ou quelle sera la suite si le non devait l'emporter. Bien évidemment, c'est pas à nous de dire ce que serait l'État, ce que seraient les institutions, ce que serait l'armée éventuellement, ou la police ou la gendarmerie, ou est-ce qu'il n'y aurait qu'un corps, ou ce que serait également le code du travail, ou la grille de rémunération. Ça, c'est pas du tout à l'État français de le dire, c'est au nouvel État, et j'imagine que depuis ces années, tout le monde y a pensé, et tout le monde a déjà travaillé ce sujet extrêmement important, et qui inquiète bien évidemment l'ensemble des fonctionnaires. On peut pas passer en revue, bien sûr, les 100 pages, d'ailleurs je les ai pas encore. Vous les aurez le 16. Et on imagine que dans le domaine sanitaire, il y a également une question d'actualité, dans le domaine de la santé aussi, il y aurait des différences entre le oui et le non. Mais écoutez, ça, c'est pas à moi à le dire. Là, l'État a fait un travail de fond, extrêmement précis. Alors, on peut regretter que ce document fasse 100 pages, comme vous semblez le dire, et je pense que vous avez un peu raison, mais en même temps, l'État a voulu répondre aux demandes des élus en termes de précision, donc nous l'avons fait. Il ne s'agit pas pour nous de dire ce que seront les compétences des autres, c'est pas à nous en décider. Si le oui devait l'emporter, eh bien ce serait aux nouvelles autorités, que nous respecterons bien évidemment, à elles de définir comment elles veulent organiser leurs institutions, leurs compétences régaliennes, la santé, mais aussi évidemment la sécurité, la défense, etc. Si c'est le non, c'est un nouveau document qu'il faudra travailler tous ensemble, y compris ceux qui ont voté le oui, parce que en fait la destinée c'est de tous vivre ensemble. D'ailleurs, même si c'est le oui, j'imagine que bon nombre de personnes voudront rester ici. Et donc c'est une nouvelle page qui se tourne vers un nouveau document qui permettra de fixer de nouvelles lignes directrices sur notamment, par exemple, comme l'a voulu le Premier ministre et le ministre des Outre-mer, la réduction des inégalités. D'accord, la répartition de ces richesses, comment on fait pour faire encore mieux de ce qui a été fait aujourd'hui. Peut-être un peu de simplification aussi dans l'organisation, de façon à ce que nous ne fassions pas les erreurs qui ont été faites depuis des siècles, qui se sont cumulées et auxquelles les différents gouvernements ces dernières années ont essayé d'apporter des solutions positives en termes de rationalisation et de simplification administrative en France métropolitaine. Alors un document, on va le répéter, de presque 100 pages, il est destiné à qui véritablement? Qui est-ce qui peut le lire? Est-ce qu'il est vraiment accessible à tout le monde? Est-ce qu'il y aura des filtres pour l'expliquer? Alors justement, ce document qui sera distribué donc vendredi prochain à l'ensemble de la population, d'abord les élus bien évidemment, mais aussi les coutumiers, les agents de l'État et ainsi qu'à la société civile. Il y aura quelques centaines d'exemplaires papier qui seront distribués. Ensuite, il sera mis en ligne sur le site de la préfecture, du Haut-Commissariat, excusez-moi, mais aussi sur le site www.élection avec un s-nc.fr. Et puis, dans les jours qui viennent, nous aurons et nous mettrons à disposition un document simplifié de quelques pages pour qu'il soit plus accessible, plus simple et que chacun puisse s'en emparer. Et puis, quelques jours plus tard, nous diffuserons jour après jour des pages de vulgarisation sur les thématiques les plus principales. Par exemple la nationalité ou d'autres sujets, de façon à ce que justement tout le monde puisse s'en emparer. La volonté du gouvernement, la volonté du représentant de l'État que je suis, c'est que tout Calédonien de tout âge, qu'il soit dans le nord, dans le sud ou dans les îles, puisse avoir à sa disposition ce document pour que le 12, il puisse glisser son bulletin dans l'urne pour le oui ou pour le non, en connaissance de cause, et que le 13, personne ne se réveille en se disant « Ah, mais j'étais pas au courant ». Donc il est impératif pour nous, sans idée de faire campagne, ça relève de la compétence des partis politiques, et je leur fais confiance pour faire une campagne, d'ailleurs une campagne que j'espère apaisée, mais qui pourront fonder leur campagne, leur axe sur les différentes thématiques qui ont été développées techniquement dans ce document. Ça veut dire que chacun des camps pourra s'emparer de ce document pour baser sa campagne, y trouver des arguments, y trouver des éléments. Ben écoutez, c'est bien la volonté du gouvernement de mettre en pleine lumière ce que sont factuellement les conséquences du oui ou du non, et donc inévitablement les partis feront campagne, mais c'est bien naturel, ce sont des élus qui sont représentatifs d'une partie de la population ou de la population, et donc il est normal qu'ils fassent campagne, mais pour autant l'État ne fera pas campagne. Son seul devoir, c'est de rendre disponible pour toute la population un document qui se veut un peu fouillé,
parfois un peu complexe à lire ou un peu aride, parce qu'il est, factuel, il est complet, mais nous ferons en sorte, dans les jours qui viennent, de le vulgariser pour qu'il soit accessible pour tout un chacun. L'État ne fait pas campagne, même si c'est une partie du territoire national qui peut faire sécession, qui peut s'en aller. C'est normal qu'ils ne prennent pas parti. Est-ce que c'est pas aussi une question que peut se poser la population calédonienne? Écoutez, les accords de Matignon et l'accord de Nouméa conduisaient à ce qu'il y ait la possibilité d'organiser des référendums. Et la volonté du gouvernement, la volonté du ministre de l'Outre-mer, c'est que ce qui était écrit dans ces différents accords puisse être respecté. Le président de la République a choisi d'assumer, pendant son quinquennat, les 3 référendums. Il est bien évident que l'État ne peut pas faire campagne pour le oui ou pour le non. L'État a pour devoir de rendre disponibles les documents qui permettent une réflexion, qui permettent éventuellement une négociation, mais en aucune façon nous prenons parti. Après, le 13, évidemment, comme l'État fait partie des signataires, bien évidemment, nous serons à la table des négociations pour infuser, pour insister sur des points à développer, à améliorer, que ce soit le oui ou que ce soit le non. Si c'est le oui, évidemment, nous participerons à la table des négociations pour cet accord de transition, d'accord, puisqu'il y aura des négociations, bien évidemment. Et si c'est le non, nous participerons à cette table de rédaction, de réflexion, pour aussi faire le point de ce qu'ont été les conséquences du transfert de compétences, d'accord, sans idée de revenir en arrière, mais pour autant avec la ferme volonté d'essayer d'améliorer encore le processus, parce que je pense qu'il y a certains points qui peuvent être améliorés, et donc il ne s'agira pas de montrer du doigt. Je pense que les accords de Matignon et l'accord de Nouméa ont permis l'exercice des compétences, l'exercice politique et administratif de certaines compétences, et maintenant il est temps, comme nous le faisons d'ailleurs en métropole, de dire tiens, on peut rationaliser ici, on peut essayer d'améliorer cela pour que ça coûte moins cher, pour que le service public soit plus rapide, soit plus simple, soit plus transparent. Et ça, nous en ferons les propositions et nous serons constructifs avec l'ensemble des partis politiques qui, j'en suis sûr, le seront aussi. Un document donc qui sera rendu public vendredi, vous nous l'avez dit. Dernier point, monsieur le commissaire, on a parlé d'un comité des signataires avant le référendum. Le calendrier sera raccourci, ça va être possible? Je pense que l'organisation d'un comité des signataires sera possible. Aujourd'hui, les gens sont dans l'attente de ce document. D'accord. Ensuite, ce document sera décliné en axe pour une campagne ou des campagnes, évidemment, politiques, qui nous conduiront jusqu'au 12. Mais je pense qu'il y aura un espace, un moment, pour ce comité des signataires qui nous permettra aussi de tracer ce que seront les mois qui suivront le 12 décembre. Je pense qu'il sera important que l'ensemble des partis se retrouvent sous l'égide du Premier ministre et du ministre des Outre-mer afin que, justement, nous jetions les bases de nos travaux à compter du 13. Parce que le 13 est un jour comme un autre, et le 13 est non pas la fin de quelque chose, mais la poursuite de ce qui a été fait depuis 20 à 30 ans. Le 13, ce sera d'ailleurs dans 5 mois, jour pour jour, puisque nous sommes le 13 juillet. Monsieur le commissaire, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.